Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans l'émission, deux invités, ce sont les scénaristes de la série que j'ai adorée, qui s'appelle La Lazy Company, je vous laisse vous présenter. Salut, Alex, scénariste, acteur, et Samuel, scénariste et réalisateur. Très bien, on en parle après les news, et dans l'émission aujourd'hui on va voir la critique de Contraste, Notchan, Tokyo Café, et tips sur le GPU. Vous savez ce qu'est le GPU ? Non. Non, bah moi non plus, mais on va le savoir. Mais on commence donc avec les news. Sorti en mai dernier par les Allemands de Daedalic Entertainment, Night of the Rabbit est un point and click où le jeune héros se retrouve propulsé dans le monde de Mousewood et y devient apprenti magicien. Énigmes retorses, animations soignées, décors somptueux, fort d'une douzaine d'heures de jeu, l'aventure proposée par les créateurs de Deponia était agréable, même si pas exempte de défauts. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller retrouver la critique sur No Life Online. Et ensuite, vous pourrez même télécharger la démo gratuite sur Steam pour vous faire un avis de première main sur ce jeu. Hometown Story, le dernier jeu tranquillou du créateur de Harvest Moon, est sorti depuis le mois dernier aux États-Unis grâce à l'éditeur Natsume. Il ne devrait plus tarder à arriver sur l'archipel le 12 décembre sur 3DS. En Europe, c'est Rising Star Games qui a annoncé récemment qu'il distribuerait le titre du studio Toybox à partir de 2014. On y créera son personnage pour s'occuper de sa petite boutique, tenter de satisfaire ses clients et ses voisins. Si tout se passe bien, vous pourrez même devenir attractif dans toute la région pour que les gens viennent s'installer dans votre ville grâce à votre boutique. On retrouvera Uematsu Nobuo aux musiques qui se diversifie sur bien des productions en ce moment. Du moins, il est systématiquement mis en avant en tant qu'argument bankable des jeux auxquels il participe. Alors que vos concitoyens d'Animal Crossing sont en pleurs, que vos Pokémon dépriment dans leur Pokéball, à n'en pas douter, Hometown Story pourrait être le prochain bouffetant faramineux du genre. À voir si le contenu sera au rendez-vous. Square Enix continue inlassablement le portage de ses titres sur iOS et Android. Après FF4, FF5 début novembre, c'est maintenant au tour de Final Fantasy IV les années suivantes d'apparaître sur support mobile. Cette compilation d'histoires annexes reprend le récit centré sur certains des personnages de Final Fantasy IV une quinzaine d'années plus tard. Le jeu débute par l'histoire de Théodore, le fils de Cécile et Rosa, avant de vous laisser le choix dans l'ordre des chapitres à parcourir, 10 au total. Cette compilation avait été conçue à la base au Japon en 2008 pour téléphone mobile avant d'être portée sur WiiWare en 2009. Ici, c'est une version dont les graphismes ont été refaits en 3D et les combats seront influencés par le cycle lunaire dans l'histoire. Le titre coûte quand même 14,49 €, tout comme les autres titres de la série du même éditeur. À réfléchir donc avant de se lancer tête baissée dans l'aventure. Donc messieurs, vous êtes dissipés déjà, c'est bien. J'ai vu la série Lazy Company, donc c'est une série qui a été diffusée sur Orange, Orange Série. Voilà. C'est ça, OCS. Produit aussi par Orange Série. Oui, Voilà. enfin produit, non. Acheté par OCS et produit par Empreinte Digitale et 6 pieds sur Terre. D'accord. Alors déjà, quelle est l'idée de base de la série, les influences, comment c'est né en fait ? Alors comment c'est né ? C'est né de la volonté. Avec Alex, on a écrit pas mal pour le théâtre au début. Parce qu'on vient de là. On sent pas le côté théâtre. Et c'était aussi l'objectif parce qu'on a toujours été un peu séparés entre les deux. Et on voulait écrire une comédie d'aventure et une comédie d'aventure qui soit pas sociétale. Ça veut dire vraiment inscrire nos histoires dans un milieu fictionnel. Alors on a l'âge qu'on a, on a la culture qu'on a et forcément on a été baigné dans ces films d'aventure là, Indiana Jones et tout ça. Et on s'est dit on va parler des problèmes de tout le monde, mais au lieu de le faire dans un appartement avec des trentenaires ou au travail ou tout ça, nous on va se propulser au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça raconte l'histoire des 4 soldats américains les moins doués possibles qui sont parachutés dans le Morson, qui est une région de Normandie, enfin un coin de Normandie. Parachutés dans tous les sens du terme. Exactement. Ouais. Voilà. On regarde la bande-annonce. Donc, on sent des influences très comics à l'intérieur de la série. C'est volontaire, vous lisiez beaucoup de comics, comment... Ouais, c'est hyper... ce que disait Sam, c'est que
tu vois, on est des trentenaires, voilà, on vit avec cette culture-là, on a grandi en regardant des dessins animés, en allant au cinéma, en voyant des films de Spielberg, etc., en lisant de la BD. Donc c'est sûr qu'on est hyper influencé par tout ça. On fait un peu ce qu'on appelle, c'est un peu un gros mot en ce moment, on fait un peu de la méta-série, tu vois. Donc on fait, c'est vrai qu'on n'hésite pas à faire des grosses références. Donc on a des personnages très comics. Un petit côté MASH aussi, j'ai l'impression. Il y a un côté MASH à fond, mais il y a un côté Indiana Jones aussi. Comme on a aussi on aime beaucoup, on est très western, on adore le cinéma de Léon et du coup c'est pour ça les grands espaces, les épopées comme ça avec des héros comme ça tout seuls dans un décor naturel, ça nous plaît beaucoup. Et puis même dans nos influences musicales, on a mis et à la fois des choses très pop et à la fois des choses plus épiques, voilà pour. Un côté Kaamelott aussi pour le côté costume et on est vraiment complètement dans une autre époque. Mais c'est très très drôle et on oublie très vite qu'on est dans une autre époque parce qu'on est tout de suite placé dans le lieu et après on rit avec les personnages. De toute façon, nous, ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu. Enfin, en fait, on joue à l'époque, mais on joue à jouer quand même. C'est-à-dire que on costume nos personnages et on les met dans un décor naturel. Et le costume fait le décor tout d'un coup. Et on sait que nos héros, c'est des héros d'une série qui est créée en 2012, en 2013. C'est pas des héros d'une série qu'on a créée dans les années 40. Donc on n'essaye pas non plus de parler à l'époque, mais c'est ce qu'a très bien fait Alexandre Astier dans un Kaamelott. Et c'est un très bel exemple et ça a ouvert sur très actuel, sur quelque chose. Ça a ouvert sur une forme de manière de raconter des histoires aussi fictionnelles qui ancre dans la réalité aussi maintenant et qu'il faut. Enfin, c'est vrai qu'on est très inspiré de ça aussi parce que voilà, faut que ça parle aux gens d'aujourd'hui. Faut pas que ça parle à des gens qui sont plus vivants. Ah non, on fait pas Papa Schulz. On regarde la critique de Contraste. Composé de 7 vétérans de l'industrie du jeu vidéo, le studio Compulsion Games s'est mis sur le devant de la scène avec Contrast, qui fut l'un des premiers jeux à être approuvé via Greenlight sur Steam. De ce fait, étant prévu à la base uniquement pour PC, il sort aussi sur les plateformes XBLA et PSN. Et c'est un peu plus d'1 an après son annonce que l'on peut enfin mettre les mains sur ce titre attendu. Il s'agit d'un jeu de type puzzle platformer dans lequel la mécanique principale est de pouvoir évoluer dans le monde des ombres. Une mécanique que l'on a déjà pu voir par ailleurs dans des jeux comme A Shadow's Tale sur Wii de Konami ou plus récemment dans le dernier de Legend of Zelda, A Link Between Worlds, où il est aussi histoire de passage entre 3D et 2D. Mais guerre à l'amalgame, ce n'est pas parce qu'on retrouve une mécanique de jeu que Contrast n'apporte pas son lot de nouveautés. Allez, on va manquer son spectacle. Sorry Joe, you ain't a lover, you're a house on fire. Contrast nous emmène dans les années 20, la grande époque des années folles, avec son lot de music-halls, opérettes et autres cabarets dansants. On y suit Didi, de son vrai nom Dorothy Malenkaya, une petite fille espiègle de 9 ans. Quand je serai grande, je serai danseuse. Pour combler le vide laissé par ses parents, une mère du nom de Cat Knight, qui est chanteuse dans le cabaret Ghost Note, et un père absent au début de l'aventure, Didi a une amie imaginaire du nom de Dawn, qui est le personnage que l'on incarne. Ok, elle est partie. Dawn possède le pouvoir de passer dans le monde des ombres, pour peu que la luminosité le permette. Puisqu'elle sort de l'imaginaire de Didi, personne ne peut la voir sauf la petite fille. Et en retour, Dawn ne peut voir que les ombres des personnages réels. Et alors, il faudra que je te casse les bras. C'est suite à une habituelle sortie de sa mère au cabaret que Didi décide de découcher pour aller la voir faire son show. Mais évidemment, tout ne se déroulera pas aussi simplement. Et lors du concert donné par Kat, le père de Didi, Johnny, refait surface. Tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué aussi, ma grande. Et en écoutant un peu plus aux portes, on apprend qu'il souhaite reconquérir Kat avec un projet bancal de cirque financé grâce à des relations plus que douteuses. Non, mon cœur, je te jure que je vais me racheter. Tout est placé pour situer le jeu dans la catégorie du film noir, mais avec quand même une tendance vaudeville. Je te déteste. Ces scènes dramatiques sont en effet entrecoupées de phases plus poétiques à base de chansons jazzy. De plus, les twists scénaristiques sont fréquents. On dévie aussi dans l'univers du fantastique rien qu'avec le personnage que l'on contrôle, mais aussi avec certains passages montrant que la ville où se déroule l'action se situe au-dessus d'un néant grisâtre. Comme évoqué précédemment, on contrôle le personnage de Dawn, une femme filiforme vêtue d'habits de scène. Étant l'amie imaginaire de Didi, il semble normal qu'elle ait des pouvoirs spéciaux. Ici, le fait de pouvoir se transformer en ombre quand la luminosité est suffisante.
Dès lors, Dawn se déplace dans la lumière et tout ce qui est fait d'ombre devient une surface solide, sol comme mur. Ces déplacements en ombre permettent de rejoindre différentes plateformes normalement inaccessibles. Par exemple, si un fil à linge est éclairé sur un mur, Dawn pourra utiliser l'ombre du fil pour passer d'une terrasse à une autre. Waouh! J'aimerais pouvoir faire ça. Dawn possède aussi un genre de dash qui lui permet de casser quelques barrières ou structures en bois. Mais surtout, une fois dans les ombres, elle peut passer à travers de petites surfaces ombragées qui lui font obstacle. La première utilité, à savoir casser des barrières, est assez sous-exploitée. On s'en sert plusieurs fois après avoir obtenu la capacité, puis plus vraiment. Par contre, cela reste extrêmement utile pour passer outre les murs d'ombre, et on se servira très régulièrement du dash pour cela. C'est donc grâce à cette capacité que l'on aura diverses énigmes à résoudre, pour faire progresser l'histoire. Le plus souvent, c'est parce que Didi est bloqué dans le monde réel qu'il faudra utiliser les pouvoirs de Dawn pour débloquer la situation. Et les énigmes, justement, sont assez variées et proposent une difficulté croissante. Tour à tour, il vous faudra déplacer un projecteur de manière à rejoindre un point surélevé avec la lumière, ou encore transporter des objets dans le monde des ombres pour les faire ressortir autre part. Mais vous l'aurez compris, toutes les énigmes tournent autour d'un jeu de lumière. À part sur la fin, et malgré la difficulté croissante, les énigmes restent pour la plupart faciles à résoudre et ne vous demanderont pas un effort intellectuel monstrueux. Les phases de plateforme, elles, peuvent servir de transition entre les énigmes ou sont imbriquées dedans. Dans les parties en 2D, pas vraiment de problème particulier. De bonnes idées sont exploitées et les ombres sont bien gérées. On pensera notamment à la partie théâtre d'ombres chinoise qui fait une référence peut-être non voulue au jeu Limbo. Les sections en 3D restent somme toute classiques, mais il est parfois difficile de sauter correctement, ne serait-ce qu'à cause de la caméra qu'il faut sans cesse repositionner. Pour résoudre certaines énigmes, vous aurez besoin de luminaires. Il s'agit de sphères à collecter, qui sont plus ou moins bien cachées et accessibles. Leur nombre varie suivant les actes, sachant que le jeu est scindé en 3 actes, eux-mêmes divisés en chapitres. Les luminaires de chaque acte sont indépendants. Si vous avez besoin de 6 sphères au cours d'un acte du jeu, vous ne pourrez pas utiliser ceux des actes précédents. Cela implique qu'il va falloir partir à la recherche de ces boules de lumière, donc explorer les niveaux. La plupart du temps, il ne faudra pas chercher très loin. Et toujours dans les objets à collecter, vous trouverez au cours de la partie des items entourés de particules bleues. Ils sont stockés dans la partie objets à collectionner du menu. Ce sont différentes images, le plus souvent des extraits de journaux ou des textes d'une certaine longueur. Ces objets à collectionner ne sont pas importants pour le jeu, mais aident à décrypter l'histoire, ce qui permet une meilleure compréhension des relations entre les différents protagonistes. Tu veux qu'on aille rencontrer la poulette de Johnny, ça? J'aime ça, les belles poulettes. La poulette, c'est ma femme. J'ai toujours voulu rencontrer ta femme. L'idée du passage de la 3D à la 2D est ici très bien exploitée. Les énigmes sont variées et on passe en permanence de l'ombre à la lumière pour les résoudre. De plus, l'ambiance des années folles est très bien représentée, que ce soit au niveau du design ou de la bande-son jazzy toujours adaptée. Ces bons points sont malheureusement ternis par une réalisation technique moyenne. Les animations des personnages sont rigides et manquent de réalisme. Les contrôles, que ce soit au pad ou au clavier, sont hésitants et la caméra est plutôt capricieuse et a tendance à mal se placer. De plus, beaucoup de bugs, principalement de collisions, peuvent ralentir voire bloquer la progression du joueur. On serait alors tenté d'utiliser la fonction de retour au dernier point de sauvegarde présente dans le menu. Mais celle-ci ramène généralement au début du chapitre en cours, ce qui peut ajouter à la frustration du joueur. Par ailleurs, quelques petites erreurs de level design permettront aux plus malins de littéralement zapper quelques énigmes, quand ce n'est pas une fois encore un bug qui permet d'en résoudre d'autres de manière assez inattendue. Enfin, un dernier point, et non des moindres, la durée de vie est très faible pour un jeu vendu 15 €. En prenant votre temps, il ne vous faudra pas plus de 4 heures pour en venir à bout, et peut-être une ou deux de plus si vous souhaitez trouver tous les luminaires et objets à collectionner. Bref, Contrast aurait pu être un très bon jeu s'il ne souffrait pas autant de ses défauts. Il reste une expérience sympathique qui prouve une fois encore que la scène indé reste un puits sans fond d'idées à exploiter. On peut tout de même espérer que quelques futures mises à jour permettront de corriger les bugs les plus gênants. Et pourquoi pas un deuxième épisode plus complet un jour. Et prends ça! Boum! Énervé pour toi! Ah, flûte! J'espère qu'on n'a pas aggravé les choses. On n'a rien endommagé, non? Donc,
Moi j'ai vu la série, on a vu une bande-annonce, on a vraiment l'impression qu'on est dans un film de guerre, mais je suppose que vous n'avez pas le budget hollywoodien d'un film de guerre. Donc comment s'est passé le tournage? Comment vous avez fait pour donner cette impression de guerre? Alors, il y a des champs, j'ai vu. On a cavalé beaucoup. Quand on disait qu'on venait du théâtre, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi j'ai toujours filmé à côté, en fait, j'ai toujours fait un peu les deux en parallèle sans trop choisir, donc j'ai tourné beaucoup de courts-métrages. Bon court-métrage sur Batman. Exactement, c'est pour ça, oui, on aime les comics, on aime Steve et tout ça. Ouais, j'ai mis ça parce qu'il y est un peu dedans. Ouais, on a bon. Ouais. C'est Sylvain Elie d'ailleurs, qui est notre grand Sylvain qui joue le personnage. Mais du coup, on a toujours travaillé à essayer que le manque de budget soit pas une excuse en fait à raconter ce qu'on a à raconter. Donc tirer au maximum. Donc quand on a eu l'occasion de raconter une histoire en 10 fois 22 minutes avec Alex, on s'est dit qu'on allait utiliser tout ce qu'on avait au max. Et donc, au lieu de rétrécir les cadres, on les a élargis. Et du coup, on a eu des journées très très denses parce que des fois, normalement, c'est le budget pour tourner dans 2 plateaux et faire de la comédie de situation, quoi. Ouais. Alors, pour pallier à ça, il faut tourner plus longtemps, c'est plus dur, c'est plus serré et faut s'entourer de comédiens parfaits qui comprennent vraiment l'univers pour pouvoir... que ça ne décroche jamais en fait, d'être tout le temps dedans quoi. Et la blague tombe tout le temps juste. Et la blague et le reste, parce que ce qu'on espère aussi avec les e-compagnies, c'est que ça s'installe pas que dans la blague et que ça commence à... Oui, il y a une aventure, il y a une vraie aventure. À décoller quoi. Ouais. Et donc on a fait ça, on a fait très vite, donc on a fait beaucoup de repérage, énormément de repérage extérieur, et on s'est forcé à prendre le risque de tourner dehors, d'avoir des gens un peu prêts à tout quoi. Moi, c'est pas une insulte, hein, attention, hein, mais il y a un côté web-série. Avec plus de budget, mais en tout cas on voit que vous êtes malin, on a l'impression que vous venez du net parce qu'en fait le budget vous l'avez pas utilisé comme l'aurait utilisé une boîte de prod classique et aurait mis plein de gens sur le plateau et pas dans la déco, j'ai l'impression que l'argent a été utilisé toujours à bon escient en fait, que ça a toujours tout été mis à l'image en fait. On a eu la chance d'avoir des producteurs qui nous ont suivis là-dedans parce que c'est une vraie prise de risque. Et une chaîne aussi parce que OCS nous donne une vraie liberté, mais même pas qu'une liberté de ton, c'est-à-dire... Parce que des fois les blagues vont loin. Hein. C'est un peu l'exercice aussi, on est quand même dans une situation où il faut de toute façon qu'on aille loin, sinon ça devient ambigu, donc il faut... Moi justement il y a des personnages ambigus. ouais, il y a des personnages compliqués, oui. On va pas faire des plateaux trop longs, donc on en reparlera après Notchan. Salut les otaques, c'est Notchan. Je suis content aujourd'hui. Vous savez pourquoi? J'ai enfin terminé d'assembler le PC de mes rêves. Quoi? Mais si, il est très fonctionnel. Bon, si je veux changer la RAM, je vais galérer, mais sinon... En tout cas, je sais quel navigateur internet je vais utiliser. C'est simple, non? Avec une icône comme Aizawa Inori, c'est tout vu. Après avoir vu ce cours, je suis convaincu. On y voit la personnification en animé d'un browser très connu en train de casser du méchant virus grâce à son super firewall. Il a été réalisé par Microsoft Singapour pour la convention animée Festival Asia 2013. Alors, vous pouvez rester sous Firefox et autres Chrome, hein, il y a le choix. Moi, ma décision est prise, je serai sous Internet Explorer. Ouais, tout peut arriver de nos jours. Je vais pouvoir jouer en ligne, me faire des tonnes d'amis, enfin, des nouveaux, parce que les anciens ne voudront plus parler à quelqu'un qui utilise eux. Non. Et puis c'est bon, pas besoin d'amis après tout. De toute façon, j'en avais pas. Et puis je peux très bien jouer tout seul si je veux. Par exemple, avec cette main qui gagne tout le temps au Janken Pon. Ouais, on vous en avez déjà parlé. Mais le laboratoire d'Ishikawa Oku, à Tokyo, a amélioré sa machine. Elle va encore plus vite désormais, et ne met que 20 millisecondes à réagir. Soit plus rapidement que n'importe quel être humain. Et si vous tenez à jouer contre cet adversaire, soit vous avez intérêt à être un bon perdant, soit vous n'êtes pas humain, et là vous avez une petite chance de remporter la victoire. Et puis, avant de me faire des amis, il faudrait que je perde certaines mauvaises habitudes, des petites lubies un brin excessives. Ouais, je le reconnais, j'ai besoin d'aide. Heureusement que je connais le numéro qu'il faut, une hotline qui pourra m'aider concernant mes problèmes d'addiction aux idoles. Ah, zut, on me dit dans l'oreille que ce serait un fake.
Une boutade due à l'utilisateur Hiloki82 sur le réseau social qui gazouille. Il aurait détourné ça, le coquin, d'une vraie pub pour une hotline destinée aux accros du pachinko. À vrai dire, c'est pas beaucoup mieux quand même. Hein. Bon, d'accord, je vais faire des efforts, essayer de m'améliorer. Mais si après tout ça, je n'arrive pas à me trouver des copains, bah j'irai m'en louer. Maintenant, au Japon, c'est possible. Pour 40 000 yens, en gros, n'importe qui peut passer une dizaine d'heures avec quelqu'un qui vous tiendra compagnie pour faire du tourisme ou aller au resto et sans râler, hein. Ouais. Pourquoi vous me regardez comme ça Bon. Quelque chose me dit que ça n'est pas la solution idéale quand même. Mais si je fais pas ça, à qui je vais montrer ce sublime LD qui est apparu sur une plateforme d'enchères en ligne bien connue des services? Ce qu'il a de particulier c'est une version super rare d'un Laserdisc Edit Droid du Retour du Jedi. À la base, c'était un disque démo pour un système de montage virtuel de Lucasfilm avant l'apparition des logiciels de montage modernes. Dessus, 50 scènes inédites, soit 30 minutes de rush jamais vues, du célèbre film de Richard Marquand, mais le tout en triste état. Pas franchement exploitable sans connaissances techniques très poussées. Si ce n'est pas votre cas et que vous n'avez pas 700 $ pour acquérir cette pièce de collection, le collectif Star Wars Revisited a fait le travail pour vous. Ces vidéos sont désormais disponibles sur le net grâce à eux. Il suffit de chercher un peu, et quand des gens comme ça existent, bah, à la limite, moi je dis, j'ai pas besoin d'amis. Comment ça, j'ai pas de cœur? Vous me faites beaucoup de peine de penser ça, mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Parce que fond, je suis sympa. Allez, à bientôt les otaques. Donc il y a des personnages ambigus, ça n'a plus rien à voir maintenant. Bon, c'est vrai, enfin vous avez un Adolf Hitler qui est super drôle, enfin vous avez plein de choses dans cette série. Et la saison 1 c'est 10 épisodes. C'est 10 épisodes, entre 22 et 26 minutes par épisode. Il y a un cliff à la fin parce qu'on est vraiment dans une série américaine. Il y a un gros cliff en fin de saison. Ouais. Et alors, une saison 2, vous en êtes où? Ça va se faire, c'est fait? Alors la saison 2 elle est faite. D'accord. Elle est en fin de post-production là, c'est-à-dire que on a tout terminé, on a tout tourné cet été. Vous êtes retourné dans les mêmes champs? On est retourné dans la même région, parce qu'on tourne en région centre, près de Tours, parce qu'on est un peu du coin. Vous êtes Tourois? Tourangeau, voilà. Tourangeau? Tourangeau on dit, pour la Touraine, et Turon pour les gens de Tours même. Très bien. Et donc voilà, donc on a réenfilé les costumes, on est reparti avec quasiment la même équipe. Et donc on a tourné une saison 2 qui est dans les mêmes conditions budgétaires que la première, donc c'est pareil, il a fallu être inventif, il a fallu écrire des choses qui étaient faisables, et puis mais tout en se disant que nous on a voulu aller dans quelque chose encore plus aventureux, avec donc on a encore des cliffhangers, plus feuilletonnant encore plus feuilletonnant, c'est plus sombre. On a avec Alex, on a décidé, excuse-moi, on se bat avec le micro. On a décidé d'arrêter d'essayer d'être drôle ou d'avoir une fréquence comique. On a vraiment laissé tomber ça. C'est vraiment les personnages qui nous ont emmenés. Donc la saison, elle est beaucoup plus noire. Et je pense qu'elle est moins drôle souvent, mais beaucoup plus drôle pour le coup, parce qu'il y a des vrais enjeux, il y a des morts. Astier le dit, hein, il a dit dans Camelot, il a dit à partir du moment où j'ai commencé à faire mourir des personnages ou alors à rendre quelqu'un qui pouvait se suicider, ça devient encore plus drôle. On commence à aimer les personnages, donc là dès qu'il leur arrive quelque chose qui va pas, forcément on est plus investi avec eux. Et là on va, dans la saison 2, on est allé au bout quoi. D'accord. Voilà. 10 épisodes aussi? Ouais. Ok, très bien. On regarde Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut, c'est Suzuka. 私今日は代官山に来ています。代官山のループこちらのライブハウスでですね、なんとソニーの期待の新人、みんなに紹介したアーティストがいるのでライブリポートに行ってきます。それではライブリポート毎回恒例、鈴鹿楽屋突撃チェックいきたいと思います。ここね多分楽屋だと思うのでガンガンガン。こんにちは。失礼します。さあ楽屋です。皆さんアンチェイの皆さんです。自己紹介お願いします。右からいきます。はい、アンチェインベースの谷です。よろしくお願いします。ギターの佐藤です。お願いします。ドラムの吉田です。お願いします。ボーカル谷川です。よろしくお願いします。
さあ代官山ループアンチェインのライブを皆さんにご紹介したいと思います。私もねアンチェインのライブ初体験なので今からとても楽しみです。さあもうすぐアンチェインの皆さんがステージの上に登場する時間です。楽しみ。一言で言うと何でしょう。まあロックとソウルミュージックの融合と言いますか、まあ一言ではないですけどそれです。はい。なんでアンチェインっていう名前になったんですか。バンド名、ユニット名の由来は何でしょう。誰が答えてくれるかな。アンチェインマイハートっていう。アンチェインマイハート。コーラスが来なかった。超有名なねレイ・チャールズの、曲から取ったんですけども、心の鎖を解き放つ、僕たちがね結構人見知りなもんで。皆さんどうやって出会ったんですか。みんな幼馴染で。全員。中学でみんな知り合ったんです。15年ぐらいやってます。でもすぐにもうじゃあ俺たち音楽やろうぜってなったんですか。すぐに。まあでも中学でそうだよね。みんな出会って。そうですね。ちなみに結成何年目でしょうか。今年で16年目か。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。アンチェインから熱いメッセージをください。フランスの皆さん、アンチェイン初めてだと思いますけども、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。さあということで皆さんアンチェインいかがでしたか。私は久々に大人ロック聴きました。これで今夜はいい夢が見れそう。コンプブレ。Donc on parle de la série, tout ça. Pourquoi on parle de la série? C'est déjà parce que j'ai aimé, et ensuite parce que mercredi, donc là nous sommes diffusion le 2, donc c'est le 4 décembre, sort le DVD. Oui. Voilà, content? Hyper content. En plus, il existe aussi en Blu-ray. Ouais, Blu-ray, DVD, c'est... Non, c'est génial parce qu'on a envie que la série elle vive et qu'elle soit vue par un maximum de personnes, et voilà. Puis on a mis quelques petits bonus cadeaux dedans, ouais, des petits pilotes qui ont servi à créer la série, des photos, des petits reportages, des petites choses sympas quoi. On va regarder un extrait de la série. Bon bah ils sont perdus. Ils nous rejoindront au point de rendez-vous. On y est au point de rendez-vous. Vous êtes sûr sur ce coup-là, vous voulez pas que je vérifie? Attends gamin, c'est pas toi qui vas prendre d'ailleurs une carte, ok? Non mais parce que je crois que le trait bleu là c'est plutôt un ruisseau. Tu l'as vu c'était cuisson? Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire ça. Ça veut dire ta gueule. Je te dis qu'on est arrivé. On risque plus rien, on est en zone sécurisée ici. Donc là c'était une mine, mais dans la série il y en a plusieurs. Oui, alors c'est un petit gimmick du personnage de Chester, c'est que dans la mesure où la Lazy Company c'est quand même une bande de guignols, le chef de la Lazy Company, c'est le chef des guignols, il se trouve qu'il a une espèce de malchance absolue, c'est qu'il marche tout le temps sur des mines, mais à chaque fois qu'il y a une mine c'est pour lui, même dans les endroits les plus improbables quoi. Et là c'était sa première expérience de marchage sur une mine, et comment ça va se passer quoi. En gros, si vous voulez, c'est si Chuck Norris à chaque début d'épisode, quand il va dire je vais aider des gens, il marche sur une mine et tout l'épisode il reste sur la mine et il peut rien faire. Pourtant c'est Chuck Norris quoi, mais il peut pas. C'est ça. C'est un peu le principe quoi. On lui dira qu'on le compare à Chuck Norris, voilà, ça fera plaisir. C'est très drôle. Il a un petit côté
Bref. Et maintenant, on regarde tips sur les GPU, je crois. Bonjour et bienvenue dans Tips numéro 7. Aujourd'hui, nous allons parler d'un composant sans lequel le jeu 3D en temps réel serait impossible. Oui, j'ai bien dit impossible. Je veux parler du GPU. Le GPU, ou processeur graphique en français, est un composant électronique dédié à l'affichage sur un écran d'ordinateur. Ça, même moi, je le comprends. Sa fonction première est de fournir à l'écran les données d'affichage. Par exemple, le bureau de votre système d'exploitation, ou alors les vidéos que vous regardez, ou les fenêtres de vos logiciels. On essaye de donner un petit peu de classe à cette émission. Le GPU est un processeur ultra spécialisé. Presque méga, pas encore, mais ultra. Donc, comme il est spécialisé, il permet de libérer de nombreuses ressources du processeur principal, comme tout le monde le sait. Pour mieux comprendre son histoire, remontons dans le temps. Remontons dans le temps. Au début des années 80, NEC lance la NEC 7220. Cette puce sera d'abord utilisée par de nombreux professionnels, puis ensuite elle sera démocratisée pour nous, les gens normaux, par Intel en 1983, un an après la sortie de E.T. C'était il y a très longtemps. Nous allons voir l'apparition en 1983 de la première carte graphique. Bravo Intel. Bien ouais. Les premiers GPU se concentrent sur l'optimisation de l'affichage en 2D, tracer des formes géométriques, accélération des GUI. Ouais, GUI, on peut aussi traduire par interface graphique, en français. Tout ceci grâce à un procédé très en vogue à l'époque qu'on appelle le bitmap. Le bitmap, vous devez savoir ce que c'est écrit BMP. Mais comment fonctionne le bitmap? Eh bien, je ne vous le dirai pas parce que c'est dans Compiler numéro 34. Regardez Compiler numéro 34. J'insiste bien sur le fait que jusqu'à présent, nous avons uniquement parlé de rendu 2D. Le rendu 3D arrivera plus tard, au début des années 90, parce que les jeux 3D sont en vogue. Une popularisation des jeux 3D fait que on demande ce genre de cartes. On veut des puces 3D, parce qu'on veut jouer à des jeux vidéo 3D, comme par exemple Wolfenstein ou Wolfenstein ou par Wolfenstein. On aime bien ces jeux vidéo là. Kevin m'a dit il y a Quake et Duke Nukem, ok. T'oublies pas Quake, parce que Quake c'est pas mal. Mais pour jouer à ces jeux vidéo en 3D, eh bien, il faut une carte supplémentaire. Il fallait ajouter une carte 3D à l'époque. Oui, carte 2D plus carte 3D, comme par exemple la Voodoo de 3DFX. Il faudra attendre 1996 pour que Rendition, c'est le nom, il faut le dire en anglais, je suis désolé, Rendition, fournisse une carte combinant à la fois l'accélération 3D et 2D. Et cette carte, cette chipset, s'appelle Vérité. C'est un tout petit nom de parfum. Mais finalement, se demande le monde entier, que fait vraiment un GPU? Eh bien, c'est très simple. Pour Kevin, le processeur principal, le CPU, envoie une demande de rendu 3D à la carte graphique. Par exemple, un cube, ou une pyramide, ou un cube et une pyramide. Parce que vous êtes dans Quake, et que vous arrivez à un moment où il y a un cube et une pyramide. Elle calcule donc le rendu 3D et la lumière, l'éclairage de cette forme, en volume. Mais elle le restitue en 2D. Et oui, car les écrans sont des surfaces planes. Parce que si c'était en 3D, on pourrait toucher ce qu'affiche l'écran. Normalement, c'est simple. 2D plat, 3D on peut toucher. L'affichage du rendu 3D vous permet de profiter de vos jeux dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas tout. De nos jours, les GPU sont tellement puissants qu'ils peuvent servir d'autres buts. Comme dit plus tôt, le GPU est un processeur ultra spécialisé, ce qui veut dire qu'il excelle dans certains domaines précis. Et le domaine dans lequel il excelle est... roulement de tambour... des calculs en virgule flottante. En l'occurrence, il s'agit d'effectuer des calculs en virgule flottante. Pour faire simple, un calcul en virgule flottante, c'est un calcul avec des nombres
avec d'énormes chiffres après la virgule. Et ça, c'est indispensable pour la 3D, mais aussi pour l'encodage vidéo et puis pour la science, pour le futur. Très important. De plus, un GPU a plusieurs unités de virgule flottantes qui travaillent en parallèle, ce qui augmente considérablement la vitesse de calcul. Donc, les GPU deviennent des alternatives très intéressantes par rapport aux processeurs classiques, puissants, mais peut-être chers, alors qu'une carte graphique est un tout petit peu moins chère. Normalement, on entend un ting. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que j'ai chaud. Donc, j'en entends bien sûr certains déjà se plaindre car nous n'avons pas parlé en détail de la gestion de l'éclairage des scènes en 3D, des shaders ou même des API, de DirectX ou OpenGL. Mais ne vous inquiétez pas, ces sujets seront abordés dans le futur. Bon, plus tard. J'essayais de donner un truc dramatique, un peu comme dans Futurama, mais on va les aborder plus tard. C'était Tips, et c'était tout. Donc, pour finir, une saison 3, est-ce qu'une saison 3 est prévue? Une saison 3 est en préparation. Tout à fait, c'est bien. Voilà, moi, je suis très content. Déjà, je suis pressé de voir la saison 2. Voilà. Pressé de la montrer. Et vraiment, découvrez Les Compagnie parce que j'ai vraiment kiffé grave. C'est de la bonne série française et quand on dit série française et bonne en même temps, c'est rare. Voilà. Merci. C'est vrai. Il y a plein de trucs que j'aime. Hein. J'aime bien Kaamelott, j'aime bien Fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une très belle découverte. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Et continuez. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans un prochain 101%. Je suis en dédicace à Toulouse bientôt. Voilà. Des bisous.